Cette escalade au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran a commencé avec l'assassinat du guide suprême de l'Iran, ainsi que de plusieurs commandants. La guerre s'intensifie d'une manière que personne n'aurait jamais pu imaginer. Vous savez, toutes ces bases militaires dans le Golfe Persique ont été frappées par des missiles iraniens. Ils frappent Téhéran, l'Iran frappe Tel Aviv. Comment voyez-vous la situation de la guerre jusqu'à présent? Et quelle est l'importance de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en jeu en Asie occidentale, selon vous? Permettez-moi d'essayer de répondre à la question du point de vue russe, car c'est une partie de l'histoire qui n'est pas racontée. Vous avez d'excellents collègues qui peuvent expliquer, comme l'a fait Théodore Postol, en quoi cette guerre sera extrêmement dommageable pour l'Iran à court terme et extrêmement préjudiciable aux intérêts des États-Unis et d'Israël à long terme, et ainsi de suite. D'autres peuvent parler des aspects militaires, tactiques, opérations et stratégie. Permettez-moi d'examiner, pour tous ceux qui écoutent et pour nous-mêmes, comment le camp russe se comporte et comment il collabore avec le camp chinois, car c'est extrêmement intéressant et cela n'est guère discuté à Moscou. Tout d'abord, j'ai écrit un article il y a seulement quelques jours. Pardonnez-moi, dans ces circonstances, on perd la notion du temps et du sommeil. Ce qui s'est passé, c'est que le camp russe, tout comme le camp chinois, savait que la guerre était sur le point d'éclater, mais ils n'ont émis aucun avertissement dissuasif. Le Conseil de sécurité russe, qui constitue le principal organe militaire, diplomatique et de renseignement à Moscou, s'est réuni le 27 février et a tenu ce qui a été décrit comme une discussion sur la sécurité intérieure. Ce n'était pas vraiment le sujet de leur conversation. Mais il n'y a eu aucune tentative de faire une déclaration dissuasive, ni de la part de la Chine, ni de la Russie. Et la Russie, malgré sa relation stratégique avec l'Iran, n'a fait aucune tentative pour dissuader les États-Unis ou Israël. C'est le premier point. Deuxièmement, immédiatement après le début de la guerre samedi, l'initiative a été prise par le ministère des Affaires étrangères, par Sergueï Lavrov, qui a été très explicite en condamnant Israël et les États-Unis pour, et je consulte mes notes ici, une attaque armée absolument non provoquée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, en violation des principes et des normes du droit international, et ainsi de suite. Ce qui s'est ensuite passé, c'est que le Conseil de sécurité s'est de nouveau réuni par visioconférence, et non en personne. Se réunir par visioconférence signifie que le président garde ses distances avec les autres. C'est moins intime, moins émotionnel. Il y a donc eu une réunion du Conseil de sécurité juste avant le début de la guerre, et une autre après le début de la guerre. Et aucun communiqué significatif n'a été publié, si ce n'est que la deuxième réunion du Conseil portait sur l'Iran. Rien de plus. On peut comprendre, d'après certaines sources, que l'un des sujets urgents concernait le réapprovisionnement de l'Iran. Le réapprovisionnement de l'Iran. Or, la Russie n'a rien dit à ce sujet. L'Iran non plus. Cela peut se faire par voie terrestre, par chemin de fer à travers le Turkménistan jusqu'au nord de l'Iran, ou par mer à travers la Caspienne. Si cela se produit, cela se produira, et nous l'apprendrons après coup. Mais il n'y a eu aucune tentative du côté russe d'annoncer ses intentions ou d'indiquer quoi que ce soit pour dissuader Israël et les États-Unis d'une escalade, de l'escalade que vous venez de décrire. L'implication, cependant, est énorme pour la propre guerre de la Russie et pour les négociations en Iran. Désolé. Les négociations sur la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que les principaux négociateurs américains ont été Stephen Witkoff et Jared Kushner.
Ils étaient les principaux négociateurs dans ce qui s'est désormais révélé être une opération de tromperie avec l'Iran, destinée à tromper et à faire croire aux Iraniens qu'ils négociaient sur l'enrichissement nucléaire et les ogives nucléaires, alors qu'en réalité, l'objectif israélo-américain est de détruire toutes les capacités de missiles iraniennes, à la fois défensives et offensives. La capacité de missiles est la principale cible ici, comme l'a déclaré hier le secrétaire d'État Rubio, et nous reviendrons sur ce qu'il a dit, car c'est très important. Le camp russe le sait depuis le début. La question devient alors, que fera la partie russe pour soutenir l'Iran dans ce qui sera, comme beaucoup de nos collègues l'ont dit dans cette émission, une guerre longue et non courte. Et dans ces déclarations très contrastées, mêlant d'un côté la supériorité raciste de Stephen Miller et, de l'autre, un avertissement aux électeurs américains selon lequel cette guerre prendra du temps, Trump combine les deux messages. Mais il admet que cette guerre pourrait durer 4 à 5 semaines. D'ici 4 à 5 semaines, il faudra un réapprovisionnement russe accéléré. Ce qui s'est passé ici, c'est une combinaison de pression au sein du Conseil de sécurité pour réapprovisionner l'Iran et respecter certains engagements. D'un autre côté, il existe évidemment une faction qui souhaite préserver la relation avec les États-Unis, mais qui est profondément préoccupée, désormais embarrassée par les signes montrant qu'il est impossible de négocier avec Stephen Witkoff. Il est impossible de négocier avec Jared Kushner. Ce sont des menteurs, des opérations de tromperie. Leurs engagements dans une négociation ne valent rien. Et puisque la stratégie à long terme des États-Unis a été la destruction de la Russie, ce qui est très difficile à accepter pour Dmitry Peskov, le porte-parole du président, pour Kirill Dmitriev, le négociateur économique, et pour d'autres, il leur est profondément inacceptable que les États-Unis se comportent ainsi. Nous devons donc nous demander si la négociation avec Witkoff est morte pour l'Ukraine. Kirill Dmitriev est la personne la plus proche des États-Unis, l'homme qui a poussé le président Poutine à faire avancer ce que nous avons appelé la formule d'Anchorage. La formule d'Anchorage est morte. Le président Trump est entré en guerre d'une manière qui éradiquait, complètement, supprimait, rendait impossible la formule d'Anchorage. Que dit Kirill Dmitriev? Eh bien, regardez ses tweets. D'un côté, il soutient les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et il s'adresse à l'Europe, ce sont ses tweets. Voilà comment il pense. Ce qui sort de sa tête, passe par sa bouche, et se retrouve publié, c'est ce qu'il considère comme ayant de la valeur. Cet homme a une très haute opinion de tout ce qu'il fait, qu'il juge précieux. Mais ce qu'il montre, c'est qu'il se range du côté arabe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et non du côté iranien. C'est ainsi que fonctionnent les politiques de faction autour du soutien de la Russie à l'Iran. Il existe là un véritable soutien, une véritable sympathie russe pour l'Iran et une véritable hostilité russe envers les Américains et les Israéliens. Ainsi, les dommages qu'Israël cause à l'intérieur de la Russie sont désormais irréparables. Mais il existe une faction au sein du Conseil de sécurité, autour du Kremlin, qui tente de lutter contre cela. Dans Vzgliad, une publication d'une importance considérable, parce que le Kremlin la soutient pour analyser les options de sécurité, 2 lignes se dégagent. La première, tuer l'ayatollah Khamenei a été une erreur. Cela renforce le soutien iranien au régime, au lieu de provoquer un changement de régime. C'est une sorte d'analyse neutre, mais elle reflète une ligne éditoriale qui n'est pas exactement favorable à l'Iran, sans pour autant être favorable à Israël ou aux États-Unis. Les blogueurs militaires, en revanche, ces journalistes indépendants russes qui couvrent la guerre minute par minute, ont fait un travail de tout premier ordre depuis le début samedi, bien meilleur que celui des médias russes traditionnels, et de loin.
Ce sont eux qui rapportent qu'une batterie russe S-300 aurait touché les 3 avions américains, les 3 F-15 abattus au-dessus du Koweït ces dernières heures. Que cela soit vrai ou qu'il s'agisse d'une batterie iranienne, c'est une autre question. Les rapports russes n'indiquent pas qu'il s'agisse d'un tir ami. Ce que nous devons également comprendre, et je ne suis pas sûr de répondre à toutes vos questions, c'est que la Russie tire profit de cette guerre. Le prix du pétrole s'envole. L'approvisionnement en pétrole des 2 principaux acheteurs via le détroit d'Ormuz, l'Inde et la Chine, est désormais affecté. Leur approvisionnement devra provenir davantage de la Russie, à un prix majoré, et non à prix réduit. L'Inde est perdante dans cette situation. Elle n'a pas soutenu l'Iran, mais Israël. Narendra Modi, après avoir prononcé un discours à la Knesset, a publié un message sur les réseaux sociaux en soutien au Premier ministre Netanyahou et aux Émirats arabes unis. Il va maintenant devoir payer le prix du pétrole à tarif majoré, qu'il obtenait auparavant à prix réduit auprès de la Russie. La Chine, évidemment, est en position de remplacer son pétrole du Golfe Persique par du pétrole russe. Cela donne donc à la Russie un coup de pouce économique considérable en ce moment. Cela rend également de plus en plus difficile pour les États-Unis et leurs alliés de poursuivre la guerre en Ukraine. Mes sources militaires pensent, et je ne suis pas sûr d'être d'accord, que le prix des restrictions que le président Poutine a imposées à l'état-major pour les opérations sur le champ de bataille ukrainien a été levé par les Américains à travers cette guerre contre l'Iran. En d'autres termes, toute restriction que Poutine impose à l'état-major pour aider l'Iran est compensée par la levée des restrictions sur l'état-major en Ukraine. C'est donc une escalade de la part de la Russie en Ukraine. Il faut renvoyer la tête de Vitkov à Washington. Il est inacceptable comme négociateur, tout comme quiconque issu de l'administration Trump aujourd'hui. Alors, que découvrons-nous? Le porte-parole présidentiel a déclaré, et je conclurai sur ce point, que Dmitry Peskov, le porte-parole du président, a dit précisément à ce sujet, et cela montre à quel point certains dirigeants russes sont en colère face à ce qui s'est passé. Voici les propos de Peskov. Même si nous continuons à apprécier hautement les efforts de médiation fournis par les États-Unis, comprenez Vitkov et Kushner, nous ne comptons que sur nous-mêmes, et c'est nous qui défendons nos propres intérêts. C'est tellement évident. Il n'était pas nécessaire de le dire, mais cela a été dit pour rassurer les lecteurs, le public et les autres membres du Conseil de sécurité que la politique ne reposera pas sur la confiance envers les États-Unis. La formule d'encourage est morte et Trump l'a tuée avec l'aide de Netanyahou. Peskov s'est donc vu poser la question lors d'une conférence de presse il y a quelques jours, environ 24 heures plus tôt, sur ce que fait la Russie pour analyser la manière dont les discussions entre les États-Unis et l'Iran se sont terminées et comment la guerre a commencé. Il a répondu « Bien sûr, nous évaluons la situation et tirons les conclusions qui s'imposent. Nous continuons à agir dans nos propres intérêts. » Depuis quand le porte-parole du président d'un pays sérieux doit-il dire « Nous continuons à agir dans nos propres intérêts » ? Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire qu'il y a des gens qui affirment « Vous agissez dans l'intérêt d'un autre État. Vous êtes une cinquième colonne. Vous trahissez notre pays. » Quand Peskov dit cela, il répond à l'accusation selon laquelle il existerait à Moscou une faction, ce qui inclut Peskov lui-même, Dmitriev et quelques autres, qui auraient trahi les intérêts nationaux de la Russie lors des négociations avec Vitkov. C'est plutôt grave. John, voici ce que Lavrov a dit à propos de la situation. De cette attaque agressive contre l'Iran résidait dans leur conviction
que l'Iran poursuit son objectif de créer une bombe nucléaire. Mais auparavant, les preuves montraient qu'aucun élément permettant de fabriquer une bombe nucléaire n'avait été trouvé. J'ai cité Stephen Witkoff. Si la raison de cette guerre repose sur l'idée que l'Iran doit abandonner tout projet, le privant du droit indéniable d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques. Un droit accordé à chaque nation. Alors je garantis que l'Iran trouvera les mouvements et les forces appropriées pour atteindre ce que les États-Unis tentent d'empêcher. Autrement dit, l'Iran obtiendra une bombe nucléaire, car il est peu probable que les États-Unis attaquent ceux qui en possèdent une. Muammar Kadhafi est cité comme un autre exemple, quelqu'un qui avait volontairement abandonné son programme nucléaire à l'époque. Certains de nos homologues du Sud global se souviennent de cette situation avec Kadhafi et l'on peut voir ce qui lui est arrivé après qu'il a renoncé. Et ceux qui n'ont pas renoncé, eux ne sont pas attaqués. La guerre actuelle menée contre l'Iran risque de mobiliser un mouvement en faveur de la création d'armes nucléaires et pas seulement en Iran. Un mouvement similaire apparaîtra immédiatement dans les États voisins. Ainsi, aussi surprenant ou contradictoire que cela puisse paraître, l'objectif initial d'éviter la bombe nucléaire pourrait en réalité mobiliser des efforts menant au résultat inverse. Je pense que l'un des messages les plus importants depuis le début de la guerre est qu'il dit en substance que les États-Unis poussent l'Iran exactement dans la direction qu'ils voulaient éviter. Quelle est votre compréhension de ce que Lavrov vient de dire? C'est un avertissement très très sérieux, à la fois dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il n'a pas dit. Permettez-moi de citer ce que le secrétaire d'État Rubio, le homologue russe à Washington, a déclaré être le but de la guerre. Je vais simplement le lire, mais vous pouvez diffuser l'extrait si vous le souhaitez. Il l'a dit hier, avant un briefing au Congrès. Je cite maintenant Rubio, revenant sur l'objectif. Le but de cette guerre est de détruire cette capacité de missile. Il avait auparavant fait référence aux missiles balistiques à courte portée produits par l'Iran. Pourquoi l'Iran veut-il cette capacité de missiles balistiques? Ce qu'ils essayent de faire, je cite Rubio, et ce qu'ils essayent de faire depuis très longtemps, c'est de construire une capacité d'armes conventionnelle, comme un bouclier derrière lequel ils peuvent se cacher. C'est-à-dire qu'il arriverait un moment où il y aurait tellement de missiles conventionnels, tellement de drones, et qu'ils pourraient infliger tant de dégâts que personne ne pourrait rien faire contre leur programme nucléaire. C'est exactement ce qu'ils cherchaient à faire. Se placer dans une position d'immunité où les dégâts qu'ils peuvent infliger à la région seraient si considérables que personne ne pourrait rien faire contre leur programme ou leurs ambitions nucléaires. Maintenant, mettez ensemble les déclarations des deux ministres des Affaires étrangères. Et qu'obtenez-vous? Nous l'avons déjà dit, et beaucoup de nos collègues sur votre émission l'ont répété de différentes manières. Militaire, stratégique, opérationnel. L'exploit de l'Iran a été de créer une destruction mutuelle assurée ou une dissuasion mutuelle assurée à un niveau conventionnel, car leurs capacités de missiles sont désormais si avancées qu'ils peuvent détruire Israël et les bases américaines. Ted Postol a souligné l'autre jour dans votre émission, et c'est important, que le taux d'interception du système THAAD est d'environ 15%, pas plus. Le taux d'interception du Patriot est encore pire, et les Russes ont démontré que le système Patriot est inutile pour défendre une cible quelconque en Ukraine. Que signifie le fait que la capacité de missiles conventionnels de l'Iran soit désormais si efficace que, si elle survit à cette tentative de la détruire complètement, comme Rubio l'a dit être l'objectif de la guerre, et Trump a tenu les mêmes propos, il n'importe plus, du point de vue iranien,
qu'il dissimule un programme d'ogive nucléaire ou qu'il n'en ait pas du tout. Ils auraient pu abandonner le programme d'ogive nucléaire comme ils l'avaient envisagé lors des négociations. Ils étaient prêts à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils disposaient d'une force de dissuasion conventionnelle suffisamment puissante pour détruire Israël. Maintenant, ce que dit le Premier ministre Lavrov ne représente qu'une partie de l'histoire, mais c'est une partie très sérieuse. S'il est possible pour l'Iran de résister à ce que les États-Unis et Israël tentent de faire, tout en conservant intacte sa capacité de missile, et d'escalader progressivement comme on s'y attend, tandis que les capacités d'interception israéliennes et américaines diminuent, que les stocks de missiles s'épuisent, et ainsi de suite, alors que se passe-t-il? Nous avons Israël confronté à un moment existentiel. Ils ne peuvent pas détruire la capacité contre laquelle ils ont mené la guerre. S'ils n'y parviennent pas, que feront-ils? La réponse, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères Lavrov laisse entendre. Et ce qu'il suggère, c'est qu'Israël, s'il ne peut pas atteindre ses objectifs de guerre avec les États-Unis pour l'instant, passera au nucléaire. Ils attaqueront l'Iran, peut-être les champs pétrolifères, bien que ce soit moins probable, car les retombées se répandraient sur les États arabes et contamineraient le pétrole à jamais. Ils attaqueront au nord d'Ispahan. Si cela se produit, la radiation se propagera à travers le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. L'Inde en subira les conséquences. Nous avons ici la combinaison de déclarations la plus grave. Lavrov dit « Vous êtes entrés en guerre et vous obtiendrez l'inverse de ce que vous visez ». Imaginez-le assis au Conseil de sécurité vendredi et samedi dernier, disant « Allons-nous vraiment faire confiance aux Américains pour négocier un jour avec nous ?» Réponse, non. Qui dans la salle veut négocier sur la base de la tromperie? Premièrement. Deuxièmement, eux, les États-Unis et leurs alliés, veulent nous détruire, tout comme ils veulent détruire l'Iran. Quelles sont les seules options qui nous restent? Exercer une force supérieure à la leur et les vaincre. Qu'est-ce que vaincre? Maintenant, on peut imaginer qu'au Conseil de sécurité, Lavrov dit « Nous sommes arrivés à un terrible point de rupture, où les États-Unis se sont engagés dans la possibilité d'une défaite. Et une défaite d'Israël, dans ce cas, déclencherait une attaque nucléaire israélienne contre l'Iran. » C'est donc ce que Lavrov veut dire, mais il ne le dit pas tout à fait. C'est le consensus du Conseil de sécurité, avec Dmitri Medvedev, le renseignement militaire, le service de renseignement extérieur, et ainsi de suite. C'est ce qu'il pense. Pourquoi le pense-t-il? Parce que c'est vrai, parce que c'est évident, parce que les preuves sont là. Maintenant, si l'on doit comprendre que Rubio dit la vérité, et dans ce cas précis, on peut le supposer, il a dit que l'objectif était de détruire la capacité de l'Iran en matière de missiles. Comment s'y prennent-ils? Par décapitation. Ils ont tué l'ayatollah, ils ont tué plusieurs chefs militaires, et ils n'ont toujours pas réussi à provoquer un changement de régime. Sans changement de régime, il est impossible de démanteler les défenses de l'Iran comme ils l'ont fait en Syrie. Premièrement. Deuxièmement, ils essaient maintenant, Rubio et ses alliés, de mobiliser une sorte de guerre régionale. L'Arabie saoudite en particulier, ainsi que les Émirats arabes unis et le Qatar, sont poussés à se mobiliser contre l'Iran. En réalité, c'est sans espoir. Ces petits États ont déjà peur, et l'Iran les avertit que la situation peut encore empirer. Il ne peut guère y avoir pire pour que le secteur du tourisme et la flambée immobilière à Dubaï prennent fin. Même chose pour Abu Dhabi, même chose pour Doha, même chose pour le Qatar. Si vous ne pouvez pas mobiliser, vous ne pouvez pas provoquer de changement de régime. Vous ne pouvez pas utiliser la décapitation pour détruire la riposte de l'Iran. Et vous ne pouvez pas mobiliser les États arabes.
Alors, que reste-t-il? Quelles sont les autres options dans une longue guerre d'usure? Et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Nos collègues dans cette émission ont déjà expliqué quels seront les effets de l'usure du côté américain et du côté israélien. Cela nous conduit, malheureusement, mais soyons clairs, à ceci. Si l'objectif énoncé par Rubio échoue, Israël recourra au nucléaire pour attaquer l'Iran. Et on peut dire que les États-Unis, je ne fais qu'avancer cela comme une hypothèse, ont été informés, Trump a été informé par Netanyahou, que c'est ce qu'ils allaient faire. Les États-Unis sont entrés dans cette guerre dans une tentative de prévenir une attaque nucléaire. Et le camp russe le comprend. Nous continuons à aller dans cette direction, car l'Iran gagne en survivant. L'Iran gagne par attrition. L'Iran gagne en protégeant sa capacité de missile, puis en l'utilisant contre un système américain de plus en plus vulnérable et contre un système israélien. J'ai bien peur que ce soit là où nous en sommes. I'm afraid that's where we are.